Chacun de ces ouvrages vient alors s'ancrer dans d'immenses digues assurant la cohérence de l'ensemble. Ces géantes de pierre et de béton représentent 4 km au total. Elles font partie des plus grandes structures du génie civil jamais conçues. Un mur indestructible capable de faire face aux éléments pendant une centaine d'années. Leur construction a commencé dès les premiers instants du chantier de cette nouvelle route. La tâche est titanesque. Il faut pouvoir s'élever suffisamment haut au-dessus de l'eau pour maintenir la circulation à l'abri tout en résistant aux assauts constants de la houle. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant de s'imaginer une vague qui arrive quasiment à hauteur du mur là-haut là, et qui vient s'éclater dans les enrochements. Ces digues doivent donc elles aussi s'appuyer sur une conception à toute épreuve. Elles sont essentiellement constituées d'un corps de digue partant du fond océanique et s'élevant peu à peu grâce à un enrochement de matériaux de plus en plus gros et de plus en plus lourds. La masse des blocs de pierre et de béton varie de quelques kilos au centre de l'ouvrage jusqu'à plusieurs tonnes à l'extérieur. Une dernière couche constituée de blocs de béton de plusieurs dizaines de tonnes forme une véritable carapace autour de ce corps de digue. Le principe est alors simple. La vague arrive sur les plus gros blocs capables de lui tenir tête et s'infiltre ensuite dans les interstices. L'eau rencontre alors de nouveaux blocs moins grands mais plus resserrés, et ainsi de suite. C'est vraiment une alternance entre la matière et le vide. Et donc, quand la houle arrive, une partie va être cassée par la matière et l'autre va rentrer dans les vides. Et en fait, ces différents chocs successifs entre la matière et les vides qui, petit à petit, au fur et à mesure qu'elle rentre dans la digue, va permettre de casser l'énergie et de la dissiper. C'est comme si on la fractionnait, en fait, petit à petit. Une fois cette houle brisée, la digue prend de la hauteur pour accueillir la chaussée. Cette dernière est alors protégée par un mur chasse-mer en béton armé, renforcé sur toute sa longueur et muni d'un déflecteur de houle capable de dévier les vagues, ayant réussi à s'immiscer jusqu'ici. Perchée à une vingtaine de mètres de haut, la route est alors protégée du moindre risque de submersion. Pour parvenir à dimensionner parfaitement ce projet, les ingénieurs ont donc dû prendre en compte les spécificités de l'île et imaginer les scénarios les plus extrêmes. Ils testent les différentes options, les différents arrangements de matériaux sur des maquettes extrêmement précises, intégrant même la hausse du niveau des océans dans les prochaines années. On analyse toutes les houles sur les 20-25 dernières années et on fait des projections sur les 100 prochaines années, quelle est la houle maximum qui peut arriver. Et on va, en modèle réduit, tester cette houle sur les ouvrages. Donc on crée le fond marin et on vient créer des vagues qui vont venir s'écraser sur l'ouvrage en modèle réduit et on vérifie que toute la conception qu'on a fait au préalable de manière calculatoire fonctionne bien. Les digues seront donc capables de résister régulièrement à des houles de 13 mètres et de faire face à des pics de 26 mètres. La construction peut enfin commencer. Une fois de plus, les travaux débutent par la préparation du terrain et par la venue de la fameuse barge Pinocchio. Pinocchio, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu construire ce qu'on appelle le pied de la digue, donc une grande tranchée dans l'eau pour venir enlever le sable et pouvoir après, pendant la phase de construction, le substituer par plutôt des enrochements, donc des matériaux plus solides, plus stables et pérennes. Une fois ce pied de digue réalisé, la construction repose sur l'apport d'une quantité pharaonique de matériaux. 9 millions de tonnes de remblais et d'enrochements. Une première partie est tout d'abord convoyée par la mer grâce à un immense navire à déchargement latéral capable de déverser précisément son chargement le long du futur ouvrage. C'est ensuite au tour des équipes terrestres de prendre le relais. Un balai incessant de camions livre leur cargaison sur le chantier, tandis que des bulldozers poussent cette matière première pour la faire tomber dans l'eau et avancer la digue dans l'océan. Ensemble, ces équipes forment un talus savamment ordonné,
superposant des roches de plus en plus massives. Cette mise en œuvre précise nécessite toutefois un approvisionnement continu en matériaux et le chantier doit faire face à un problème de taille. Les carrières de l'île ne sont pas en mesure de produire les enrochements les plus imposants. Les équipes de construction ont donc l'idée de se tourner vers une des spécificités de la Réunion. Ici, depuis des décennies, les agriculteurs sont contraints de retirer des blocs de pierre de leurs champs pour travailler la terre. Ils les déplacent alors en bordure de terrain et forment le long de leurs parcelles ce qu'on appelle des andins. L'idée, c'était de pouvoir envoyer des machines dans les champs, de collecter tous ces enrochements, et ce qui permettait d'un côté aux agriculteurs de récupérer de la terre cultivable et de l'autre pouvoir ramasser la denrée rare qui est l'enrochement supérieur à 1 tonne, voilà, qui était les plus compliqués à produire dans les carrières, d'en récupérer en quantité, de pouvoir les stocker, les trier et les ramener ici sur le chantier et les mettre en œuvre dans les digues. On a pu libérer 80-90 hectares de terres agricoles sur une région qui a plutôt tendance à perdre de la surface agricole utile. Donc c'était aussi une opération intéressante pour les agriculteurs et la production agricole de l'île pour approvisionner un peu plus de 4 millions de tonnes d'enrochement sur les 11 millions de tonnes de matériaux dont la construction des digues avait besoin. De retour en mer, la construction peut se poursuivre. Le talus du corps de digue plonge à 11 mètres sous l'eau et s'élève à 5 mètres au-dessus de la surface. Il s'agit toutefois de le réarranger à la perfection. Des pelleteuses dotées de bras de plus de 30 mètres de long travaillent précisément la structure jusque dans les profondeurs, garantissant ainsi la résistance du futur ouvrage. Il reste maintenant à positionner la couche la plus externe de la digue, le premier rempart face à la mer conçu pour absorber la quasi-totalité de l'énergie de la houle. Cette véritable carapace est composée de blocs à la fois massifs et épousant des formes très particulières. Et pour cause, ils ne sont plus récupérés dans la nature, mais fabriqués sur mesure. Quand on construit des digues, donc voilà, on commence par des enrochements plus petits, puis on va vers des enrochements de plus en plus gros. Mais il arrive un moment donné où on bascule vers le béton, qui est un matériau plus dense, donc plus lourd. Et surtout, on va être sur des technologies imbriquées. Donc à la fois du poids plus l'imbrication fait qu'on a vraiment une meilleure résistance à toutes les sollicitations extérieures de la houle. L'acropode est un des multiples éléments qui existent pour protéger les digues. C'est un gros bloc béton qui a été développé pour répondre à certaines spécificités qui sont sa durabilité, sa tenue à la houle, tout en étant perméable pour casser la puissance de la houle, tout en évitant tout mouvement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres de façon à résister aux houles. Ces acropodes, ces pièces de béton d'une trentaine de tonnes, doivent donc être placées avec précision pour s'encastrer solidement les uns avec les autres, tout en laissant de l'espace entre eux pour laisser filer une partie de la vague après avoir dissipé son énergie. Ça paraît simple comme ça, mais en fait pas du tout. Ce qui est important, c'est que déjà que les blocs n'aient pas la même orientation. Il faut vraiment qu'ils aient des orientations variées. Et en fait, surtout, après, il faut qu'ils soient en contact avec la couche du dessous, donc il y a une couche d'enrochement, et qu'ils aient 3 points de contact avec les acropodes autour. Et c'est ça qui va permettre d'assurer l'imbrication. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est qu'en cas de houle, le bloc puisse être extrait. Les acropodes sont alors installés par une grue de 300 tonnes, munie d'un immense bras de 55 mètres. Elle respecte un plan de pose bien précis. Chacun des blocs est numéroté et géolocalisé. Sa place est calculée au centimètre.